Coucou Stéphanie, Coucou Renata. je suis super heureuse qu'on partage ce moment ensemble. On a décidé de remettre ça. Oui, c'était trop bien la dernière fois. C'est ça, c'était tellement bien qu'on s'est dit, bah, et si on continuait à échanger, à papoter sur des sujets qui peut-être nous relient d'une certaine façon. Et puis, si ça peut servir à d'autres pour cheminer, eh ben, c'est top, c'est l'objectif. C'est tant mieux. Donc aujourd'hui, on a décidé, on avait plein de sujets, mais il y en a un qui est ressorti, c'est le sujet de l'épuisement parental. Qui, je pense, fera du bien à beaucoup de monde, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi. Mais c'est vrai que les femmes, on a peut-être une petite longueur d'avance sur ce sujet-là. J'avais envie de te demander, alors peut-être si tu veux te présenter en deux mots, nous redire qui tu es, ce que tu fais, de où tu parles d'une certaine façon. Et puis ensuite de cela, ben, peut-être si tu peux nous dire comment l'épuisement parental est arrivé à toi, parce que voilà, c'est une expérience que tu as vécue. Mhm. Oui. Alors, moi, je suis Stéphanie de Louli Concept. Je suis décoratrice et organisatrice d'intérieur. Et puis, je crois que la manière la plus simple et la plus jolie d'expliquer ce que je fais, c'est que j'aide tout simplement les gens à se sentir bien dans leur intérieur, chez eux, et dans leur quotidien. Un petit peu parce que j'aime aussi tout ce qui est lifestyle, développement personnel, et puis c'est des choses que j'aime aussi partager sur ma page avec mes clients, et puis voilà. Donc en gros, c'est ça. Et puis oui, tout ça a démarré du coup quand, suite à mon burn-out, on en avait parlé la dernière fois, en 2018, euh, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir vécu un burn-out et une phase d'épuisement parental euh, assez brève, parce que finalement, ben, j'ai réussi à mettre le doigt sur le truc et à faire bouger les choses de manière à ce qu'on puisse agir et solutionner le problème pour que je puisse me sentir mieux. Et ça a assez bien marché, assez rapidement. J'ai pu récupérer, je dirais, peut-être en quelques mois, j'ai pu récupérer euh, ma joie de vivre un petit peu, puis mon équilibre en fait. Mais c'est vrai que cet épuisement, il est survenu quand j'ai eu ma troisième, qui avait à peu près une année, et avec qui ça s'est tout bien passé les 6 premiers mois parce qu'elle dormait bien, hein. On sait que le manque de sommeil est crucial, hein, pour favoriser ces phases d'épuisement. Euh, Elle dormait bien pendant 6 mois, puis après, elle a eu des petits soucis de nourriture. Elle avait de la peine à accepter les purées, à s'alimenter, en fait, autre qu'avec le lait. Évidemment, elle avait aussi d'autres besoins, et puis elle se réveillait beaucoup plus la nuit, et puis elle a enchaîné les petites maladies qui ont fait on a euh, beaucoup jonglé entre rendez-vous pédiatre et visite à l'hôpital pour des petits soucis de santé qui étaient finalement pas très graves, mais qui étaient quand même assez encombrants. Et ben, j'avais quand même les deux grandes à gérer par-dessus tout ça. Puis c'est un petit peu dans cette phase-là que je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont sorties à la surface. Je pense que c'est aussi principalement lié à pas mal de choses que j'ai vécues en étant très seule dans ce rôle de maman avec les deux grandes, en fait. Euh, J'avais récupéré un petit peu d'énergie après la deuxième, parce qu'on s'était dit qu'on s'arrêterait certainement à deux, parce qu'à la base, on en voulait plusieurs, puis on en voulait quatre ou cinq, et puis après, ben, après la deuxième, on s'est dit non, non, mais c'est bon. En fait, on va s'arrêter là, ce sera mieux pour tout le monde. Et puis, c'est vrai que quand la deuxième, elle a eu 4 ans, 5 ans, ben, on s'est dit, ah, enfin 4 ans, parce que c'est là qu'on a commencé à en parler, on s'est dit, ben, en fait, ça roule bien maintenant, ça se passe bien, on a un bon équilibre, elle va commencer l'école, etc. Et puis, ben, pourquoi pas quand même se lancer dans l'aventure d'un petit troisième. Et puis, on n'a pas eu le temps de finir la discussion que je suis tombée enceinte. Donc, du coup, voilà, elle est arrivée. Et puis c'était très bien comme ça.
Mais c'est vrai que je pense que ça a réveillé aussi, je pense aussi à travers la maturité que j'ai pu acquérir dans ce rôle de maman, la sagesse, hein, la confiance que j'ai pu acquérir dans ce rôle. Euh, Qu'en regardant en arrière, je me suis dit, waouh, j'ai bien morflé quand même. J'ai bien morflé, c'était pas facile, hein. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir mis ma vie en parenthèse, notamment aussi parce que j'avais décidé de travailler et puis c'était vraiment ma décision et j'étais OK avec ça. Mais je pense que ça m'a vraiment isolée dans ce rôle de maman. Mm. Et puis toute seule, complètement inconsciemment, je pense que je me suis mise la barre extrêmement haute et pendant les premières années avec les deux grandes. Et puis quand j'ai eu cette troisième, ben, en fait, ça, hein, c'était encore plus compliqué. Puis finalement, ben voilà, manque de sommeil, fatigue extrême, surcharge au niveau planning, organisationnel et tout ça. Euh, Ça fait qu'un jour, je me suis réveillée, puis je me suis dit, en fait, ça va pas du tout, je me sens mal. Euh, j'ai vraiment eu cet électrochoc en me voyant un matin dans le miroir. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, il faut que, enfin, ça va pas, il faut que tu agisses parce que là, tu vas droit dans le mur. Mm. Et puis, voilà, c'est là que j'ai vraiment pris conscience que j'avais un mode de fonctionnement qui finalement ne nous correspondait pas ou ne me correspondait pas. Et j'ai pris conscience un petit peu de plein de choses pour pouvoir retrouver un équilibre. Et c'était quoi ces prises de conscience? C'était sur quel domaine, sur quel, enfin, tu vois, en tout cas les plus grands. Écoute, ouais, en fait, je crois que ce matin-là, j'ai simplement pris conscience. J'ai déjà commencé ma journée en me mettant à pleurer plus vite que d'habitude Mhm. parce que j'arrivais à tenir un moment. Alors, tout ça, c'était complètement inconscient, hein. Voilà, je marchais, je fonctionnais dans ma vie comme ça, mais c'est vrai que ça faisait plusieurs semaines que j'étais désemparée devant une corbeille de linge à plier, déprimée à l'idée de devoir réfléchir et organiser les repas de la semaine ou d'aller aux courses, alors que finalement, ben, j'avais que ça à faire, que ça, parce que j'avais plus de job à côté et puis que j'avais la chance de pouvoir mettre toute mon énergie là-dedans. Mais je Mhm. pense que cette pression, hein, de vouloir faire beaucoup de choses avec les enfants, de vouloir faire parfaitement voilà, ce rôle de maman en organisant, en préparant des repas sains et équilibrés tous les jours à chaque repas, en accompagnant les enfants, en faisant les devoirs. Enfin, bref, c'était vraiment un investissement que, voilà, que j'avais aussi choisi d'avoir, mais j'avais pas euh, ce- cette partie de ma vie qui fait que maintenant je me sens aussi plus équilibrée, où je m'évadais en quelque sorte dans quelque chose qui me nourrissait moi, en fait. Puis voilà, donc j'y mettais vraiment toute mon énergie. Et puis en culpabilisant toujours, par exemple, au moment d'organiser des petits soupers entre copines ou des soirées ou des petites choses comme ça, je savais consciemment que j'avais le droit de m'accorder des moments de répit. Mais d'un autre côté, je me disais toujours, mais mince, mon mari, il a bossé quand même toute la journée, et puis il faut vite que je prépare, il faut vite que je fasse ça, il faut vite que ça se soit fait. Et puis voilà, et puis les petites, elles étaient petites, donc c'était beaucoup, beaucoup de charges. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, ben, quand je regarde en arrière, je me dis, ouais, t'as quand même bien subi le truc, quoi. Mhm. Et puis, c'est vrai qu'on avait à l'époque un agenda qui débordait de tous les côtés, hein. On avait une vie sociale qui était très remplie. Moi, comme j'avais arrêté de bosser, j'avais vraiment besoin de voir du monde le week-end parce que je me sentais vraiment un petit peu isolée de cette vie sociale que j'avais avant. Et du coup, ben, alors mon mari, il a jamais ressenti ce besoin parce qu'au contraire, lui, il voit 50 clients par jour et du coup, ça le suffit complètement. Et puis là, quand il arrive à la fin de la semaine et au week-end, il a vraiment cette envie de lever le pied, de profiter d'être juste ensemble et de rien faire.
Et puis moi, c'était tout le contraire. Donc du coup, même si j'avais dans mon quotidien, dans mon organisation, des petits moments entre copines la semaine ou toujours avec les enfants, hein, mais voilà, où je voyais quand même du monde, ben, c'est vrai que le week-end arrivait, on avait un planning qui était complètement dingue, quoi. Et puis, on avait du monde tous les week-ends, on était invités tous les week-ends, entre les activités des trois, hein, les cours de piscine, enfin, voilà, le sport et les activités pour les trois, c'était compliqué au niveau logistique. Et puis du coup, ben, un jour, je me suis dit, mais en fait, t'as tout faux, ma grande. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu te charges en fait de plein de choses. Voilà, tu te charges de plein de choses et puis tu te perds là-dedans et tu t'ensevelis sous une tonne de choses à faire et puis tu as tout faux parce qu'en fait, tu arrives épuisé à la fin du week-end pour débuter une semaine où tu dois gérer en plus seul le truc. Euh, Ça va pas. Donc, quand j'en ai pris conscience, euh, quand j'ai réalisé qu'en fait j'avais ce mal-être en moi et puis que je pleurais de plus en plus souvent, et puis qu'il n'y a plus rien qui me motivait à la maison de partager des moments en famille ou avec les enfants à la maison, euh, je me suis dit là, ça va plus quoi. Il faut que tu agisses, il faut que tu fasses quelque chose. De toute évidence, tu n'as pas pris le bon chemin et qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour changer ça en fait. Ouais. Et puis en fait, ça s'est fait dans un deuxième temps parce que le premier truc, ça a été de le partager à mon mari en fait. Mm. Le matin même où moi, je me suis effondrée devant la glace et puis il est arrivé dans la salle de bain et il m'a vu en pleurs, c'est là que moi, j'ai pris conscience qu'en fait, il n'y a plus rien qui allait et que je lui ai tout de suite dit, mais en fait, je me sens mal. Je ne sais même pas pourquoi je pleure. Je suis épuisée, je suis à cran tout le temps, je suis motivée par plus rien et j'ai plus de plaisir à rien en fait. Et puis, alors que ce rôle de maman, c'est ce que j'avais souhaité le plus au monde depuis tant d'années. J'étais arrivée à cet objectif famille que, que je m'étais fixé et qui était pour moi super important, sachant que j'ai une histoire familiale qui est compliquée et assez triste. J'avais vraiment envie de fonder ma famille pour avoir un nouveau départ, en fait. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir eu un mari qui a été très à l'écoute. Donc, il m'a tout de suite dit, OK, 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 qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui peut te soulager? Puis moi, j'étais complètement perdue à ce moment-là. Je lui ai dit, mais je sais pas ce qu'on peut faire. Mais je te dis juste que ça va pas du tout et que je suis épuisée, que j'ai qu'une seule envie, ce serait de m'enfuir ou de disparaître et de plus rien avoir à gérer. Donc voilà cet épisode. Mm. Non, mais merci pour ce message authentique et vibrant et voilà. Parce que je pense que ça reste, même si on en parle de plus en plus, mais ça reste un sujet qui est tabou, ça reste un sujet qui amène énormément de culpabilité, énormément de préjugés, tu vois, autour Mhm, de ça. Et vraiment cette notion, tu vois, qu'on ait une activité professionnelle à côté ou pas, dans les deux cas, il y a de la culpabilité chez les femmes, en fait. mhm. Euh, et ça, c'est vraiment un sacré truc, je pense, à transmuter, hein. En tout cas, on fait du mieux qu'on peut, cette génération, pour transmuter, libérer cette culpabilité qui se transmet un petit peu de manière ancestrale de femme en femme, de génération en génération. Mais c'est vrai qu'en t'écoutant, tu vois, il y a beaucoup de choses qui me sont venues en t'écoutant. Mais la première chose, j'ai presque envie de rebondir par la fin, c'est que tu disais, bah, finalement, voilà, j'ai eu un parcours de vie peut-être qui n'était pas sur certains éléments tout simple. Et puis du coup, bah, c'était hyper important pour moi, cette famille, de créer cette famille. Et ça, c'est souvent quelque chose, moi, que j'entends dans les femmes que j'accompagne, c'est que il peut y avoir un investissement très grand. Ça a aussi été mon cas parce que comme toi, j'ai aussi eu un parcours de vie atypique niveau maman-papa. Et du coup, ben, ce qui se passe en fait, c'est que quand nous-mêmes, on a eu des manques enfants, eh ben, il y a un espèce de truc qui n'est pas forcément malsain, mais auquel il faut être attentif et observer, je pense, de l'ordre de, ben, moi, je sais tout ce dont j'ai manqué, consciemment ou inconsciemment, et du coup, j'ai envie de réparer.
d'une certaine façon. Il y a vraiment cette notion de réparation. Quand on va Mhm. chercher profondément, tu vois, d'où vient le désir d'enfant, souvent, et c'est pas quelque chose qu'on a consciemment, hein, mais souvent, très au fond, il y a la notion de réparation. J'ai envie de réparer quelque chose, en fait. Mhm. Tout ça, c'est un élément, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé, c'est que c'est un élément qui va amener souvent à une espèce de perfection, à une envie de tellement bien faire, parce que c'est tellement important, parce que ça fait tellement sens de faire famille, parce que ça a tellement été quelque chose de profond, ce désir d'enfant et cette envie d'accompagner un enfant du mieux qu'on peut. Parce que quand on a manqué, d'une certaine façon, on connaît l'importance de l'avoir, hein. Et Ouais, on a envie complètement. à fond à nos enfants parce qu'on sait à quel point c'est difficile quand on en a manqué. Et cette conscience-là, elle est à la fois merveilleuse et magique parce que ça peut rendre quelque chose de très beau et en même temps, bah, il faut y être attentif parce que ça peut nous amener dans une dépense d'énergie qui est beaucoup trop importante par rapport au temps de récupération et de se nourrir en fait. C'est vraiment ce côté sortir, rentrer, tu vois. Quand tu fais Mhm. un enfant, ça peut te nourrir. Mais il y a plein de fois où ça ne te nourrit pas, puis c'est juste une charge. Ouais. Donc, comment toi, tu te remplis aussi? Mhm. Ben, je pense que clairement, je m'étais vraiment oubliée. En fait, j'avais même plus de notion de me dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai comme hobby, qu'est-ce que j'aime faire, hein, il n'y a plus rien qui faisait sens. Et puis, ça résonne super fort en moi quand tu dis que on a envie de, de mettre de l'énergie et de prendre soin de nos enfants de la manière dont on aurait souhaité avoir été pris en charge hein, quand on était soi-même petit. Ça me fait rire parce il y a quand même une fois où je suis partie. Moi, j'ai pas eu des parents qui m'ont appris à skier, donc j'avais été très mal à l'aise en camp de ski, à l'école. Enfin, j'avais vraiment subi le truc parce que j'avais aucune notion, j'étais mal équipée, je n'étais pas du tout préparée à mes camps de ski, j'étais toujours dans les nuls, j'avais peur, j'avais un grand manque de confiance en moi. Et puis je m'étais toujours dit, bah, le jour où j'ai des enfants, vraiment, si moi-même je ne sais pas bien skier et que je n'arrive pas à profiter du truc, je mettrai tout en œuvre pour que mes filles puissent être en confiance, être bien équipées, être à l'aise hein, pendant les camps de ski et tout ça. Et puis j'ai quand même été amener mes filles au Bugnonnet par moins 14 degrés, donc deux enfants. Les deux, j'avais pas la troisième à l'époque, je l'aurais fait quand même. Hein, je veux dire, à cette époque-là, voilà, tête baissée, j'y serais allée. J'ai affronté un jour blanc avec ces deux gamines dans le bob, le matériel de ski sur une épaule, tirer les deux gamines dans le bob, à avancer dans ce nuage blanc, hein, ce jour blanc, cette brume et puis ce froid épouvantable, à les amener à leur cours de ski qui avait quand même lieu, j'ai jamais compris. Euh, et puis je me suis dit, à ce moment-là, je m'étais dit, waouh, tu t'aimes vraiment quand même beaucoup tes enfants pour faire un truc pareil. Et puis là, ça me fait sourire maintenant, mais c'est vrai que sur le moment, j'en avais les larmes aux yeux, quoi. J'avançais sans rien voir. En plus, je savais même pas où j'avançais parce que je savais plus ou moins où était la cabane, d'où partaient les cours de ski, mais j'y voyais rien. Et puis je te raconte cette anecdote maintenant en souriant, mais c'est vrai que sur le moment, je pleurais et je suis rentrée et je me suis dit, mais meuf, mais qu'est-ce que tu t'affliges à faire ça? Et puis ben ça a été juste hein, un petit élément comme ça, mais il y en a eu des tonnes. Il y en a eu des tonnes où ben, j'ai aussi accompagné les filles au cours de bébé nageur sans aucun plaisir parce que je trouvais que c'était vraiment essentiel qu'elles puissent nager parce que ça m'angoissait qu'elles se noient ou autre que mon mari n'est pas à l'aise dans l'eau. Puis du coup, je me suis dit, OK, c'est moi qui dois faire ça. Et puis, hein, lui, il est au job. Et puis, ben voilà, ça occupe aussi notre quotidien de maman. Mais de faire des cours de piscine avec deux petites hein, qui ont 2 ans d'écart, une qui se barre tout le temps alors qu'elle est prête, et puis qui court dans la piscine habillée, et puis, hein, ou sous les douches. Et puis, tu dois gérer l'autre, le bébé que tu ne sais pas où poser parce qu'elle a 4 mois, puis qu'elle ne tient pas. C'est compliqué. Et des épisodes comme ça, j'en ai eu plein. Et puis, en fait, mon quotidien était rempli voilà,
de souffrance comme ça, en fait, parce que je subissais les moments d'aller faire des courses avec les filles, enfin, et puis tout ce que je faisais. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'était que j'étais très seule. J'étais une maman qui était, ben voilà, pas épaulée par mes parents ou des beaux-parents très présents ou une autre personne qui puisse alléger ce quotidien à ce moment-là. Et puis, ben, je m'étais vraiment lancée tête baissée dans ce rôle de maman à 100%, maman parfaite. Et puis au moment où j'ai pris conscience que finalement plus rien n'allait, en discutant du coup avec mon mari, il m'a dit, OK, on va prendre une femme de ménage. Donc moi, je lui disais, mais pour moi, c'était un échec total de devoir accepter de prendre une femme de ménage alors que j'étais à la maison. Et puis que lui bossait, et puis que voilà, déjà, il n'y avait pas de rentrée d'argent de mon côté, et puis j'arrivais pas à gérer le peu de choses que j'avais à faire. Puis en fait, il m'a dit, mais en fait, c'est pas grave, on va mettre ça en place maintenant parce que tu en as besoin, puis parce que ça va te soulager. Euh, Parce que je faisais que de ça, que de faire ça, ranger, nettoyer, organiser, refaire à manger, recommencer, refaire les 4 heures. Puis du coup, ben, je m'étais vraiment noyée là-dedans. Et en discutant comme ça, il m'a dit, OK, écoute, on va prendre quelqu'un qui viendra même enfin, 2 heures par semaine pour même faire le point, ou même si toi, t'arrives à faire de temps en temps et tout ça. Puis on a commencé par ça. Et puis, euh, et puis ce que je me suis dit aussi, c'est qu'il fallait qu'on allège ce planning qui était affreux, quoi. On a commencé à vraiment se limiter à avoir un engagement par week-end, soit chez nous, soit chez des amis. C'est vrai que quand j'arrivais à la fin de la journée, le dimanche, et puis que je rêvais d'avoir en fait eu un moment d'évasion en forêt ou juste une balade au bord du lac et tout ça, puis qu'en fait on n'arrivait même plus à s'accorder des moments comme ça parce qu'on avait trop tout le temps. Mhm. Ben voilà, c'est à ce moment-là qu'on a fait un réajustement et puis j'ai aussi pu parler à ce moment-là à mon mari puis à lui dire ben en fait les années passent, on a cette petite qui a une année, tu bosses à 2000%, les enfants grandissent sans toi, la grande elle a 8 ans, la deuxième elle en a 6. Est-ce que tu as vu quelque chose passer de ces années? Et puis, lui, à ce moment-là, il a aussi pris conscience qu'en fait, j'avais endossé ce rôle de double parent parce qu'il était tout le temps absent. Et puis c'est là qu'il m'a dit aussi, c'est vrai, tu as raison, je ne peux pas être loin et les week-ends et la semaine et avoir des horaires de dingue et tout ça. Et puis ben, on a un petit peu voilà, fait des ajustements pour qu'il puisse être de retour un petit peu à la maison. Il a aussi pris conscience parce que c'est clair que quand on fait un métier passion comme les nôtres, lui qui est passionné par son travail et qui ne compte pas le temps qui met à disposition pour sa passion, et moi aussi de mon côté maintenant, hein, c'était pas le cas avant, ben, tu prends tout ce qui te fait plaisir, tu prends tout ce que tu aimes faire, et puis tu remplis ton agenda sans vraiment en avoir conscience et sans subir le truc parce que ça reste du plaisir. Donc, du coup, à ce moment-là, quand je lui ai ouvert les yeux aussi à lui, et je lui ai dit, mais en fait, je gère seule le truc, hein, la maison. Avoir une maison, c'est super cool, mais ça implique aussi énormément de travail au niveau de l'extérieur, au niveau de la gestion, hein. Et puis, du coup, je lui ai dit, je rêve que d'une chose, c'est de partir m'isoler dans une cabane où il n'y a plus rien à gérer, parce qu'en fait, toute cette maison, j'en veux plus, quoi. Et puis, parce que c'est trop de travail et ça devient malsain. Et puis voilà, donc après cette grosse discussion qu'on a eue à ce moment-là, avant qu'il parte au travail, il y a un petit peu tout qui est sorti à ce moment-là. Euh, on a pu faire des petits ajustements pour qu'il puisse être un petit peu plus présent, s'investir aussi plus dans son rôle de papa. Ce qui a permis de me soulager aussi parce que c'est vrai que les filles venaient que vers moi en fait. Il y avait que maman qui comptait et puis du coup, ben, c'est drôle, ça s'est fait de manière assez simple finalement, hein.
il a réajusté son planning, il a pu être un petit peu plus à disposition aussi pour pouvoir s'occuper ou tout à coup faire un trajet pour une activité ou être tout simplement là quand il y avait un retour d'école ou autre. Et puis, on a réussi à faire la balance et à trouver l'équilibre par rapport à tout ça. Puis c'est clair que je suis hyper reconnaissante d'avoir été entendue à ce moment-là parce que je sais que c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas et ça, c'est quelque chose qui est vraiment encore très présent dans l'inconscient collectif, hein, le fait que quand même, tu vois, que ce soit là, on parle de l'axe parental, mais l'axe professionnel, c'est du même ordre. Il y a quand même encore beaucoup de représentations de l'ordre de, bon, bah quand même, il suffit de quoi, hein. Enfin, elle est épuisée de quoi, dans le fond, hein, que ce soit parental ou professionnel, il peut toujours y avoir ce regard extérieur parce qu'effectivement, pour certaines personnes, c'est inconcevable. Voilà. Mais parce que ce qu'il faut aussi bien comprendre, tu vois, je trouve hyper intéressant et important de dire ça, c'est qu'en fait, on n'est pas à égalité par rapport à ça. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour toi, comme pour moi, c'est quelque chose qu'on partage. Et bien, comme il y avait tellement un sens profond dans le devenir mère et tellement un besoin de réparer, qu'en fait, ce que quelqu'un qui vit les choses de manière beaucoup plus cool n'arrive pas à saisir, c'est qu'en fait, l'énergie qui est déployée est énorme. Et Mhm. elle est tellement énorme et le sens est tellement profond qu'en fait, on peut carrément se perdre dans cette histoire-là. Et c'est ce qui t'est arrivé. Oui, complètement. C'est ce qui m'est arrivé aussi d'une certaine façon dans certaines périodes de vie. C'est qu'en fait, à un moment donné, il n'y a plus cette possibilité de recul sur je suis en train de vivre quoi. Euh, quel est le sens, en fait, d'une certaine façon à ma vie? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui est important, etc. Et ça, c'est vrai que c'est le cas d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue parental, la particularité, c'est que c'est 365 jours par année. Il n'y a jamais de repos, en fait, réellement. Il n'y a Mhm. jamais de pause. Et en fait, c'est un contexte qui est vraiment propice à s'oublier, en fait. Et tu sais, moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'en fait, pour élever un enfant, il faudrait un village. Je trouve ça tellement juste, hein. Et en fait, nos sociétés sont tellement éloignées de ça, encore plus quand les histoires de vie des uns et des autres font qu'il y a peu, soit il y a peu de soutien, tu vois, parental, des grands-parents, etc. Ou alors, les amis sont là, mais elles vivent pas la même chose. Tu vois, moi, je me souviens, par exemple, mes deux postpartum, j'ai ressenti les deux fois un grand sentiment de solitude, alors d'un point de vue familial, pas, mais alors même que d'un point de vue amical, j'avais de très belles amies autour de moi. Mais en fait, c'est une période qui est très particulière dans laquelle on peut se sentir isolé. Et pour toi, c'était aussi le cas parce que tu étais à la maison. Donc, tu n'avais pas ces pauses extérieures où tu peux aller au travail, etc. Le job peut être, en tant que parent, un lieu dans lequel on va réellement se ressourcer. Ouais. Parce que le simple fait d'avoir un échange avec un adulte autour d'un café ou d'un thé et de pouvoir juste pendant 15 minutes pouvoir terminer une conversation, c'est déjà juste énorme dans ces phases de vie-là. Mhm. Ça, je trouve que c'est tellement précieux de pouvoir déculpabiliser les mamans, les papas qui, à un moment donné, un jour se réveillent et se disent, mais waouh, comment ça se fait? Mais c'est pas possible. Ah, tout le monde le fait. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Ça, c'est des choses, moi, que j'entends beaucoup dans les parents que j'accompagne, mais les autres, ils le font. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Mhm. Et ça, c'est vrai que c'est des phrases en fait qui sont terribles, hein, où on va vraiment avoir un regard dur sur soi, alors qu'en fait, si on prend un tout petit peu de recul, à mon sens, ce qu'on vit en Occident est complètement dingue en fait. Et c'est tellement dingue que c'est pas normal et naturel de le vivre. Et oui, certains vont passer mieux que d'autres ces étapes-là parce qu'on n'est pas égaux et on n'a pas tous les mêmes choses à vivre, mais globalement, je pense que c'est difficile pour tout le monde et que ce risque d'épuisement, il est vraiment très présent dans nos modes de vie, en fait. Mhm. Ouais, complètement. Bah, c'est vraiment là où j'ai aussi pris conscience que c'était ce trop-plein, Mm. euh, ce sentiment d'être enseveli sous un quotidien que j'avais créé mais qui ne me correspondait pas. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il fallait que j'élimine en fait des choses
où j'ai pu regarder mon planning et me dire, OK, ben maintenant, comment est-ce que je peux me réorganiser pour pas subir chaque week-end, même si j'avais du plaisir à rencontrer des gens, à aller chez les gens, etc. Comment est-ce que je peux me simplifier la tâche? J'avais par exemple énormément de mal à accepter que ce soit mon mari qui cuisine quand il y avait du monde qui venait à la maison ou Mm. la famille qui venait à la maison. Pour Mm. moi, c'était mon rôle. Mais maintenant, j'arrive à en parler et puis à avoir conscience de ça. Mais sur le moment, je ne me posais pas la question, en fait. Quand il me disait, ah, mais est-ce que je peux faire une assiette de, je sais pas moi, un plat, la parmigiana, je peux la faire? Je disais, quoi, non, non, c'est moi qui fais. Puis il me disait, oui, j'aimerais bien, mais ah non, 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 il y a tes parents qui viennent à la maison, c'est moi qui vais cuisiner. Parce que Mm. ça fait partie de ce rôle de maman, hein, que... Et puis pendant longtemps, j'avais de la peine à accepter que, en plus, ben, que les gens arrivent et que bravo, David a bien cuisiné, le repas était délicieux, et puis l'autre, elle a rien foutu, quoi. Et puis maintenant, c'est drôle parce que c'est moi qui lui dis, il y a du monde qui vient manger, qu'est-ce que tu as envie de préparer? Parce qu'un jour, il m'a dit, mais moi, j'adore faire ça, je cuisine jamais, je travaille toute la journée. Ouais. Et tandis que moi, je cuisine tous les jours et je dois réfléchir à chaque repas, etc. Il m'a dit, pour moi, c'est un moment où je fais autre chose, je laisse aller aussi ma créativité, j'ai envie de proposer des nouvelles recettes et tout ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais go, quoi, vas-y, mais qu'est-ce que tu te prends la tête à devoir t'affliger encore ce moment cuisine alors que finalement, c'est pas ce que tu aimes dans ces moments de rencontre et de partage avec les gens que tu reçois. Moi c'est vraiment ces échanges et le pouvoir d'être, voilà, échanger et d'être disponible pour quelqu'un d'autre, etc. Et puis, et puis je lui ai dit, mais go, mais cuisine, prépare la parmigiana avec plaisir. Et moi, je vais faire d'autres choses qui me font aussi plus du bien, qui me satisfont plus. Organiser un petit apéro, mettre la table, prendre le temps de coiffer les filles ou autre. Enfin, vraiment d'avoir... Et puis du coup, on a trouvé notre équilibre comme ça. Mais au début, pour moi, c'était vraiment compliqué. Et puis, il était chou parce qu'il était vrai, il avait vraiment ce côté bienveillant de me dire, mais je fais dis-moi ce que je peux faire et tout. Et moi, je ne voulais pas lâcher. J'avais vraiment ce truc de me dire, ah non, c'est moi qui dois faire. Et finalement, ben, petit à petit, hein, il y a eu une immense évolution. Nos repas, quand on invite des gens maintenant, c'est la grande qui prépare, la moyenne qui prépare l'apéro. Parce que la moyenne qui prépare l'apéro, la grande qui prépare un dessert, Mm. mon mari qui fait le plat principal, Evie qui met la table et moi qui organise ou qui peaufine ou qui nettoie un petit coup ou autre. Puis en fait, j'avais tellement avant cette tendance à vouloir que tout soit parfait que finalement, c'était un inconfort pour tout le monde parce que j'étais stress, j'étais angoissée à l'idée de recevoir du monde suivant qui c'était parce que je me mettais la barre très haute que je voulais gérer évidemment l'entrée, le plat, le dessert, la logistique, la déco et le ménage pour que ce soit fait parfaitement. Et puis en fait, j'arrivais au moment où les invités arrivaient et j'étais complètement épuisée. Et puis j'avais plus le plaisir d'être là et puis d'être relax et puis de me dire, ah mais c'est cool, on va passer un bon moment tous ensemble. Et puis, bah voilà, on a changé plein de choses parce que du coup, maintenant, il y a tout le monde qui met un petit peu la main à la pâte. Les filles sont super contentes de pouvoir donner un coup de main, de pouvoir faire quelque chose. Et moi, ça me soulage, mais énormément. Et puis, je crois qu'il y a un truc qui a été révélateur pour moi. euh, c'est que j'ai appris à oser dire que j'avais besoin Mm. ou que j'avais besoin d'aide ou qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, en fait. Et, et pendant des années, dans ce rôle de maman, j'ai toujours été dans ce truc de foncer, de proposer, de prendre des trucs, de faire et finalement pas du tout être consciente de trop me charger ou de faire des choses dont j'avais pas vraiment envie et tout ça. Et puis maintenant, dans cette réflexion de réorganisation, de trier ma vie, d'éliminer le surplus et tout ça, j'ai vraiment pris conscience que d'abord, il fallait que je interroge et que je me dise, mais qu'est-ce que tu as envie de vraiment faire? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Et qu'est-ce que... Voilà.
Et puis, il y avait des gens qui me disaient, ah, mais j'amène un dessert. Ah non, tu vas pas amener un dessert déjà que je t'invite, non. Et du coup, maintenant, des fois, je leur dis, ah bah ouais, écoute, c'est vrai que là, je regarde un peu, je me dis, le samedi, ça va être compliqué, donc peut-être que oui, ok, amène un dessert le dimanche, fais-nous un truc sympa, simple, ce que tu veux, tout ça, je me prends plus du tout la tête. Et puis, à la personne, ça fait aussi plaisir de collaborer un petit peu, et puis c'est ok. Et puis, je suis passée des menus, on va dire 4 étoiles, à des gratins de pâtes à l'italienne, à des trucs vraiment basiques où la pizza maison, que ça, parce que quand je faisais la pizza, il fallait encore que je prépare des apéros, des cocktails, enfin, voilà. J'ai réussi à vraiment tout diminuer et tout simplifier. Et puis ça, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien le jour où je me suis dit, en fait, j'ai du plaisir à accueillir des gens parce que c'est des occasions spéciales, c'est pas tous les week-ends, parce que il y a tout le monde qui joue un rôle là-dedans et tout le monde a du plaisir finalement à s'investir, à recevoir ces personnes-là. Et puis, ça va mieux, on respire, voilà, on s'est réorganisé et puis tout est simple, quoi. C'est ça. Et tu vois, quand je t'entends, je me dis, mais ça, c'est tellement commun. Alors, je me suis reconnue dans certaines choses là que tu as dit, et c'est des choses que j'entends et que j'accompagne beaucoup aussi en séance. C'est vraiment alors déjà, le poids du regard de l'autre sur ce que devrait être la mère. Sous-entendu, c'est la maman qui devrait tout faire, hein. C'est la maman qui doit se lever la nuit, évidemment, c'est la maman qui allait, c'est la maman qui doit faire à manger. En fait, il y a vraiment quelque chose dans l'inconscient collectif qu'on porte énormément de l'ordre de c'est la mère qui doit tout gérer. Et si c'est pas le cas, oh là 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 là, mon Dieu, quel est le regard qu'on va porter sur moi? C'est comme si le poids, en fait, de l'image de la maman, en fait, il y a tellement de pression autour de cette image dans l'inconscient collectif parce qu'en fait, tu sais, moi, je- je- j'aime bien toujours rappeler aux gens qu'un bout, c'est pas, tu vois, c'est pas toi qui t'es levé un matin puis tu t'es dit, tiens, comment je vais me pourrir la vie? Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit très commun à beaucoup de femmes, c'est pas un hasard, c'est présent dans l'inconscient collectif. C'est en fait des choses qu'on a intériorisées inconsciemment en grandissant, tout simplement parce que ça se transmet de génération en génération. Donc déjà, enlever cette culpabilité de ouais, mais moi je suis trop dans le contrôle, ouais, mais moi je me mets trop la pression. Ouais, ouais, attends, déjà on se détend, tu fais comme tu peux avec la Terre, la planète sur laquelle tu es. Donc, déjà là, ça enlève une énorme responsabilité, je trouve, qu'on se met. C'est qu'en plus de ça, une fois qu'on réalise que ça ne va pas, ah non, mais tout est de ma faute, hein, c'est moi qui ai fait trop. Non, on se détend avec ça. Et puis, tu vois, c'est vraiment cette notion de. Moi, en t'entendant, tu sais, le mot qui me venait, enfin, les termes qui me venaient, c'était mais lâchons les codes. On s'en fout ce qui devrait être la maman, ce qui devrait être le papa, ce qui devrait. En fait, c'est vraiment de s'autoriser. Et ça, c'est un chemin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, il faut le décider, il faut avoir envie aussi, il faut s'ouvrir un petit peu à ça, mais de se dire, ben tiens, ici, je m'ouvrais petit à petit à lâcher les codes. Tu vois, moi, il y avait quelque chose que je vais partager, je pense que ça va aussi parler à beaucoup de femmes, quelque chose qui a été très présent pour mon deuxième enfant où j'ai vécu un postpartum vraiment compliqué, sous l'ère des confinements, etc. Enfin voilà, j'avais eu ce fameux virus très célèbre en fin de grossesse, donc je pense que ça avait fatigué mon corps. J'avais 37 ans, j'ai remarqué aussi qu'il y avait une petite différence hein, au niveau récupération. Bref, il y a eu tout un contexte qui a fait que j'avais ressenti à l'époque, et pourtant j'avais déjà beaucoup cheminé, et pourtant je suis thérapeute, et tout ça, tu vois, rien n'empêche en fait que par moment, il y a des choses qui vont se réveiller. Et ce qui s'était réveillé pour moi, c'était une énorme culpabilité, même une honte, à avoir besoin que mon mari se lève parfois plus souvent que moi la nuit. Et ça a été quelque chose qui a été vraiment vécu dans mon cœur de maman comme tellement difficile, parce que ô combien j'aurais aimé mais assumer à 1000% ce truc-là. Tu vois, c'était tellement important pour moi dans la symbolique. Je m'étais projetée, tu vois, dans du cododo et puis blablabla. Tout ça, ça n'a pas été possible. Et ça, c'est des deuils aussi qu'on a à faire en tant que mère. Euh, Ouais, Cette image, en fait, la mère parfaite, je pense qu'elle n'existe pas d'un point de vue collectif. Par contre, on a tout à l'intérieur de nous, ce qui pour nous
tu vois, qu'est-ce qu'on mettrait dans la mère parfaite? Et on a souvent des choses qui sont très, très profondes. On se dit, ah non, mais ça, pour moi, c'est hyper important. Et là, en l'occurrence, pour moi, avec ce deuxième, le cododo, l'allaitement prolongé, tout ça, c'était quelque chose qui avait un sens profond et qui était important. Et j'y suis pas arrivée. OK, comment je peux accueillir là-dedans? Comment je peux m'aimer là-dedans? Et comment je peux accueillir qu'en fait, faire un enfant dans notre société, déjà le faire rien qu'en couple, c'est déjà énorme comme charge. Mais alors, si en plus je décide que moi, je suis toute seule dans ce rôle et que je dois tout assumer, oh mon Dieu, mais à quel point ça peut devenir compliqué. Et là, on entre dans un engrenage où on va plus percevoir qu'on est en train de s'épuiser, en fait. Et quand, Mhm. et ça, c'est un message qu'on peut vraiment transmettre aux mamans, aux femmes, quand on a la chance d'avoir des hommes qui sont là, comme le tien, qui a su, au moment où tu as dit, bon, bah là, ça va pas, il a pu être là, tu vois. Il l'était peut-être moins avant parce que c'était comme ça que vous aviez organisé les choses, mais quand il a fallu, il était là. Et puis maintenant, Mhm. c'est là, et voilà. Et dans mon cas, j'ai aussi eu cette chance d'avoir un autre qui me disait, mais c'est OK, mais c'est normal. Attends, tu viens Mhm. d'accoucher, tu dois récupérer. Enfin, c'est normal que je me lève aussi la nuit. Et là, tu vois, je me dis, c'est vraiment, cassons les codes, en fait. Cassons les codes. Ouais. On s'en fout ce qui devrait être. Et remettre Mhm. dans cette espèce de liste qu'on a toutes. Et pour chacune d'entre nous, elle sera différente. Revoyons cette liste de la mère parfaite pour moi. Deux points, c'est quoi? Et on revoit. Mhm. On remet de la légèreté là-dedans. On remet Ouais, du... ouais, complètement. Et tu vois, la deuxième chose qui m'est venue aussi en t'écoutant, c'est vraiment cette notion de comment je peux en fait prendre du recul. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très, très compliqué pour les mères, c'est qu'il y a très vite une culpabilité, alors que je pense qu'en fait, vu qu'il faudrait a priori un village pour élever un enfant, mais comme on ne l'a pas en Occident, eh ben, je pense qu'on est, à un moment donné, ça peut être chouette d'amener dans nos vies, et si je faisais avec les moyens du bord et Mhm. comment je peux faire avec les moyens du bord, en fait. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il est ultra nécessaire d'avoir des moments de recul, c'est-à-dire des moments où on va sortir de notre contexte pour sortir de cette espèce de machine, en fait, qui continue sans cesse, sans qu'on s'en rende compte. Et pour ça, pour avoir ces prises de conscience, tu vois, les prises de conscience que tu as partagées aujourd'hui, que tu as eues, bah, à un moment donné, il n'y a pas de miracle. Pour les avoir, ces prises de conscience, il faut un tout petit peu sortir la tête du guidon. Il faut prendre du temps, il faut réfléchir où on en est, où est-ce qu'on veut Mhm. aller, qu'est-ce qui va plus, de quoi on a besoin. Et ce temps-là, en fait, souvent, les mères ne se l'octroient pas pour tout un tas de raisons. Mais voilà, si ce podcast il peut apporter encore une petite pierre par rapport à ça, ben, ce serait merveilleux parce qu'en fait, je pense que c'est dans cette prise de recul qu'on peut réaliser ben, qu'en fait, ça va plus à quelque part et puis qu'on est en train de trop donner et de plus chercher à se remplir. Et ça, c'est un truc en tant que mère, tu vois, c'est pour ça que l'épuisement parental, alors professionnellement, c'est aussi, voilà, mais d'un point de vue parental, en fait, il y a tellement une envie de donner qu'on réalise plus qu'à un moment donné, ben, s'occuper d'un enfant, c'est à la fois magique, mais c'est aussi énergivore et c'est aussi beaucoup de tâches répétitives. Beaucoup de tâches répétitives pour lesquelles il y a des jours où on peut trouver du sens. Tu vois, il y a des fois où quand tu étends ton linge, tu peux dire, waouh, je peux le faire en pleine conscience et observer la vue. Si j'ai la chance d'avoir une belle vue devant moi, ouais, c'est top. Mais il y a plein de fois où tu vas juste étendre ton linge et puis en vrai, tu es déjà dans le truc d'après parce qu'en fait, il y a les enfants qui rentrent. Et ça, c'est aussi la réalité du parent, hein. C'est qu'il y a beaucoup de tâches répétitives qui peuvent en fait nous épuiser et qu'on réalise plus que en fait il faut se remplir. J'ai eu un ostéopathe à l'époque en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, qui m'avait dit que chaque jour, on devrait avoir, allez, au minimum, enfin, à 20-30% du temps qui devrait être je me nourris, je me Ouais. remplis, je me fais du bien. Mhm. Et Complètement. le chiffre en tête de se dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui j'ai eu 20, ne serait-ce que 20% du temps où je me suis remplie, où je me pose la question, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait vibrer? Parce que quand on est parent, on est tout le temps focus sur l'enfant. Ouais. Ouais, je pense que maintenant j'arrive à dire, je peux dire aujourd'hui que dans notre équilibre familial, euh, j'ai réussi à mettre en place ces moments qui me font du bien. On y allait crescendo, hein, parce que
ben voilà, quand j'ai recommencé le job, je bossais comme une dingue. Et puis du coup, j'ai complètement dû arrêter le sport que j'avais pu reprendre et puis qui me faisait monstre du bien pendant le confinement et tout ça. Euh, j'ai fait une année sans faire de sport, euh, voire 2 ans. Et après coup, je me suis dit, non, non, mais là, il faut que je puisse maintenant reprendre le sport. Ça va me faire du bien, etc. J'en ai besoin. Et j'ai commencé par déjà me dire, OK, comment dans ma semaine, comment est-ce que je peux réorganiser le truc pour que je puisse avoir au moins un moment où je fais un truc qui me plaît. Puis je me suis inscrite à un cours de course à l'horaire qui me convenait le plus et puis voilà, qui était le plus simple pour moi, mais faire un truc pour moi. Et maintenant, je cours actuellement 3, 4 fois par semaine et en plus, je fais un cours de pilates. Et en plus, j'ai des petits moments où je peux laisser place au spontané dans mon quotidien. Et ce qui n'était pas du tout le cas avant. Mais voilà, je pense toujours constamment en apprentissage. Une fois que tu as pris conscience de tout ça, de ce déséquilibre, et que tu commences, que tu mettes le premier pas dans ce changement de vie et de réorganisation, euh, c'est ce que j'amène aussi dans mes ateliers sur revenir à l'essentiel et simplifier son quotidien. C'est que quand tu mets un pied là-dedans, ben finalement, en faisant des petites choses, petit à petit, tu arrives à retrouver cet équilibre. Et puis, on a tellement toujours tendance à dire, OK, ben en fait, je fais tout faux, ça va pas, j'arrête tout. Enfin, non. On Mm. peut réussir à y aller crescendo et à prendre du plaisir en se disant, OK, même si c'est une fois par semaine, je fais ce petit cours de sport, ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien. Et puis Mm. petit à petit, ben, bizarrement, quand tu rentres dans cette démarche, les choses, finalement, elles t'amènent à réorganiser ton quotidien et à simplifier la logistique pour que tu puisses retrouver un équilibre qui est bien. Et puis maintenant, oui, j'ai la chance de dire que maintenant, je priorise ces moments pour moi. Les filles ont aussi grandi, hein, c'est aussi des phases de vie où j'ai plus de temps, où ouais, je me suis accordé la priorité euh, dans la semaine ou par jour des moments où je me dis, ben voilà, c'est mon moment, c'est à moi. Je commence comme ça, ou bien je finis comme ça la journée, ou bien je m'accorde cette pause. Et puis ça me fait du bien, puis j'ai réussi à retrouver cet équilibre. Donc, c'est important d'en prendre conscience, et puis c'est important aussi de se dire qu'il y a des solutions, il y a des choses à mettre en place. Euh, Parfois avec des petites choses, avec le temps, ces petites choses deviennent plus conséquentes et on arrive à avoir quand même un gros changement parce que alors c'est clair que quand je compare ma vie, mon rythme de vie d'il y a 5 ans à celui d'aujourd'hui ou 6 ans, 6 ans plutôt, à celui d'aujourd'hui, je me dis waouh, je suis beaucoup plus. Alors, on a quand même une vie sociale, on a quand même des quotidiens qui sont remplis, des activités, mais bizarrement, en fait, c'est quand même plus fluide et j'ai moins le sentiment de subir le truc. Et puis, il y a une phrase, je ne sais plus dans quel contexte, si c'était dans un livre ou quoi, mais une fois, j'ai lu un truc qui m'a beaucoup parlé et c'était cette petite phrase de se dire, en fait, fais de ton mieux. Fais, Mm. fais ce que tu peux de ton mieux. Ouais. Et puis, juste, ben voilà, arrêter de se dire, OK, t'as pas besoin de faire un menu 5 étoiles quand tu accueilles des gens. Tu peux juste faire de ton mieux dans la mesure du possible. Te dire, ben voilà, je fais un gratin de pâtes avec une petite salade, avec acheter une glace vanille et faire un coulis chocolat pour le dessert, c'est aussi OK. Et j'ai souvent voilà, cette citation de faire de son mieux qui revient et que je partage aussi avec mes clientes qui, des fois, sont dans l'état dans lequel j'étais et de le dire, mais en fait, fais de ton mieux avec ce que tu as, ce que tu peux. Et puis le reste, ben, on l'élimine, quoi. Et Ah. puis, c'est fou comme, voilà, en regardant en arrière, je me dis, waouh, j'ai vraiment subi pendant des années ce rôle de maman.
même si j'avais du plaisir à être maman, puis qu'évidemment que mes enfants, c'est ce qui compte le plus, ce qui est le plus important. euh, mais j'étais quand même toujours en souffrance. Et puis, du coup, maintenant, je regarde en arrière, je me dis, waouh, j'ai réussi à mettre quand même plein de choses en place pour, avec un troisième enfant, avec un job, avec du sport, trouver un équilibre. Et puis, ça, je pense que, voilà, c'est faisable. Et puis, il suffit juste d'être attentif et puis de réorganiser un petit peu tout ça. Ouais, c'est ça. Puis je te remercie beaucoup pour ce partage sous cette forme-là, comme ça, tu vois, la douceur, la bienveillance, je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin de s'offrir à nous aussi, les femmes, les mères. Généralement, on fait très attention à ça avec nos enfants. Mais voilà, on ne peut pas mieux apprendre l'amour à nos enfants qu'en cheminant nous-mêmes, parce que c'est un chemin de vie, mais en cheminant nous-mêmes vers notre propre amour vis-à-vis de nous, en fait. Et derrière ça, derrière ce sujet qu'on partage aujourd'hui, ben, il y a vraiment cette notion-là. C'est comment je peux apprendre chaque jour un petit peu plus du mieux que je peux à prendre soin de moi, à me respecter, à respecter mes besoins. Parce qu'en fait, il y a un moment donné où beaucoup de femmes moi, que je rencontre, et c'est ce que j'ai vécu aussi à un moment donné, c'est qu'on n'arrive même plus à se poser la question ou à savoir ce dont on a besoin. Et, Mhm. et là, c'est vraiment le stade où on s'est quand même pas mal oublié. Donc, revenons à nous. Et puis, effectivement, tu vois, dans les exemples que tu as donnés aujourd'hui, c'est vraiment enfin, revenir à soi plutôt que, tu vois, cette image de soi vis-à-vis de l'extérieur. En fait, on s'en contrebalance comment l'appartement il est, Ouais. à manger. Ce qui compte, c'est le moment qu'on va partager ensemble. Et en fait, quand on revient, tu vois, ça rejoint un petit peu le premier podcast qu'on a fait ensemble là, sur l'essentialisme, revenir au sens. En fait, quand tu invites des amis, ce que tu veux, c'est quoi? C'est partager un moment. Et moi, ça m'arrive maintenant de plus en plus dans les moments de partage que j'ai entre amis. Souvent, je nomme, en fait, en vrai, bien sûr que moi, j'aime beaucoup manger, j'aime bien manger des belles choses et des bonnes choses, mais en vrai, ce qui compte surtout, c'est le moment qu'on va partager. Et si Mhm. plaisir et qu'il y a l'énergie de faire un truc chouette, bah ok. Mais si l'énergie, elle n'est pas trop là, puis qu'en fait, on fait simple, bah en fait, ça va aussi. Ok, ouais. Détail, en fait, c'est du détail. Et je pense qu'à un moment donné, à force de se perdre, on met de l'importance sur des détails, alors qu'en fait, profondément, le but, c'est quoi? Est-ce que j'ai du plaisir euh, dans ce que je vis actuellement? Et puis, il y a un message aussi qui me tenait à cœur de partager. Je pense que tu vas certainement être d'accord avec moi. C'est vraiment de dire aussi, voilà, s'il y a des mamans, des papas qui nous écoutent et qui sont actuellement épuisés, c'est de dire, en fait, en phase d'épuisement, c'est normal de ne plus ressentir de plaisir. euh, euh, d'être avec ses enfants ou dans certaines activités avec ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion, il y a un moment donné, le vase, quand il est vide, ben en fait, il n'y a plus de capacité à capter la joie ou le bonheur là où avant on le captait. Mais ce moment Mhm. est momentané. Il est momentané et après on remplit. Voilà, comme tu l'as fait, comme tu as très très bien expliqué comment vous l'avez fait, comment tu l'as fait et comment vous l'avez fait en famille et avec ton mari. Bah, c'est chaque jour un peu plus, tu te remplis. Et le vase, il se remplit petit à petit. Et un jour, un matin, tu te réveilles et puis tu es à nouveau dans la joie d'être maman Ouais. et ça va mieux. Mais voilà, c'est des steps, c'est des étapes. Et puis si on s'accompagne avec douceur et bienveillance là-dedans, bah, le chemin, on peut en ressortir. Ben, ça a été ton cas. Et puis c'est ça que je trouve aussi très inspirant, c'est que la plupart du temps, c'est le cas. C'est qu'en fait, on Mhm. a quand même grandi de ces expériences-là. On a beaucoup appris sur soi. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Oui, complètement. Et puis j'avais juste envie de rajouter, j'y pense maintenant. Moi, j'ai eu une maman donc qui est partie trop tôt, mais Mhm. qui était loin d'être parfaite parce que elle savait pas cuisiner, elle était désorganisée, elle n'était pas très présente, c'était pas, enfin, pas très présente. Oui, elle était présente, mais elle n'était pas, par exemple, scolairement, c'était pas, comme c'était pas sa langue maternelle, le français, elle n'était pas d'un soutien, voilà, au niveau des devoirs, ou voilà, au niveau du choix de ma formation, etc. Euh, mais malgré tous ces défauts, toutes ces imperfections,
Ben, je garde quand même le souvenir d'une maman qui était aimante, qui était douce et qui était quand même une super maman, finalement. Et puis, cette réflexion-là, je me la fais maintenant parce que oui, je me suis dit, non, mais moi, ma maman ne cuisinait pas, mais moi, je vais cuisiner, moi, je vais aller les faire aller skier, moi, je vais faire ci, faire ça, moi, je vais faire des super menus, et puis je vais leur faire faire du sport, et puis on va faire plein d'activités et tout ça. Et puis, ben, je sais pas si je serai plus une super maman ou pas finalement, mais, euh, mais l'essentiel que je retiens de tout ça, c'est que j'ai quand même eu droit à une super maman malgré toutes ses imperfections. Et puis, je crois qu'on doit aussi tous se dire, OK, ben voilà, il y a peut-être des moments où, ben moi, par exemple, aujourd'hui, j'arrive à dire que j'apprécie pas forcément des moments de jeux, par exemple, à faire des jeux de table avec les enfants ou comme ça. Mais il y a d'autres, je suis assez nulle, j'ai pas trop de plaisir à faire ça. Et puis voilà, bah, du coup, je le fais pas souvent. Ça arrive parfois. Euh, mais du coup, oui, je remplis ces moments par d'autres choses. Et puis c'est OK finalement. Je pense que même si je remplis pas toutes les cases, Mm. euh, ben voilà, c'est OK, je fais de mon mieux avec ce que je suis et ce qui m'a été donné d'être dans le contexte dans lequel je suis. Et puis voilà, c'est aussi OK. Et puis je crois que j'ai assez quand même de retours de mes filles qui me disent, ah non, mais t'es une super maman, je t'aime, etc. Puis finalement, ben voilà, je crois que là-dedans, dans cette course à la maman parfaite, c'est un truc que j'avais envie de relever. Ouais, c'est ça. Vraiment, sortons de cette image de la mère parfaite et puis autorisons-nous à être imparfaites, à nous accueillir dans nos imperfections. Et en fait, tu sais ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que paradoxalement, c'est là où on est les meilleures mamans. Parce qu'en fait, la vie, elle est faite de tout ça. Et, et en fait, on ne peut pas mieux transmettre quelque chose à nos enfants que de leur montrer que nous-mêmes, on chemine pour s'accueillir dans nos imperfections pour Mhm. s'accueillir dans nos limites, tu vois. Il y a des fois où on est OK pour certaines activités, des fois pas. Et c'est Ouais. OK. C'est pas pour autant qu'on va rendre nos enfants malheureux. Mhm. Parce que ce Exact. moment-là, on n'a pas l'énergie, par exemple. Moi, j'accompagne aussi beaucoup d'êtres qui sont, voilà, dits hypersensibles. Et moi-même, je le suis. Mes enfants, ils savent qu'il y a des jours, j'ai l'énergie pour, enfin, des moments, j'ai l'énergie pour aller dans des endroits qui sont bondés de monde. Et il y a des fois où je ne l'ai pas. Puis Mhm. parfois, je dis non. Puis je dis, bah non, là, on va aller, tu vois, on va aller dans la nature et puis on va aller dans un endroit. Et puis oui, sur le moment, ils sont déçus parce qu'ils veulent évidemment toujours, voilà, hein, l'activité, le truc super. En fait, il y a des phases de ma vie où j'avais le sentiment de ne pas être une bonne mère, tu vois, quand je disais non à des moments comme ça, en me disant, ah, mais tu vois, tu n'y arrives pas. Ouais. Alors que, ben, non. Et puis mes enfants, ils savent que par moment, je vais leur dire, ben non, là, aujourd'hui, j'ai pas l'énergie pour ça. Ou là, en ce moment, il faut toujours, tu vois, ce que je trouvais très intéressant dans ce que tu as partagé, c'est aussi l'équilibre dans qu'est-ce qu'on va partager avec nos enfants. Tu vois, Mhm. on a parlé dernièrement avec notre fille qui a 10 ans, de dire, bah voilà, pendant les vacances, qu'est-ce qu'on va faire ça? Bah, on va essayer de trouver un équilibre entre répondre aux besoins des enfants, mais aussi des parents. Parce qu'en Oui. fait, les parents, ils ont aussi besoin de se nourrir pendant les vacances et tout au long de l'année d'ailleurs, mais bref, là, on est aux portes des vacances au moment où on se parle, donc voilà. Mais c'est aussi ben, quelle activité, tu vois, comme tu donnes l'exemple, bah, cette activité-là, moi, ça ne me nourrit pas. Ok, peut-être de temps en Mhm. temps, je peux faire l'effort, mais je veux aussi faire attention à proposer à mes enfants des activités qui me nourrissent aussi, qui me font aussi Ouais. me recharger les batteries quand je partage ce moment-là avec eux. Et ça, c'est vraiment sortir du focus 100% enfant et de se dire, bah, moi aussi, je dois y trouver mon compte dans l'histoire. Parce que Mhm. grâce à ça, je serai plus remplie d'énergie. Et si je suis plus remplie d'énergie, premièrement, je me donne de l'amour. Et deuxièmement, mais je vais avoir plus d'énergie pour pouvoir accompagner mes enfants, pour pouvoir être présente pour eux, en fait. Et c'est ça le Mhm. paradoxe, c'est qu'en fait, en pensant davantage à nous en tant que mère ou en tant que père, eh ben, du coup, on pourra être plus présent pour nos enfants. Et ce paradoxe, il n'est pas toujours simple à comprendre. C'est qu'en l'expérimentant qu'on le saisit, en fait, je pense. Ouais. Ouais. Tout est question d'équilibre et d'essentiel. Complètement, exactement. On pourrait Mhm. continuer longtemps,
J'avais juste envie de terminer vraiment en disant à celles et ceux qui expérimentent quelque chose de cet ordre-là, que c'est l'expérience qu'on a vécue autant toi que moi, que c'est des périodes de vie qui, certes, sont pas confortables quand on est dedans, c'est même bien galère, mais en vrai, on apprend beaucoup sur nous et on peut vraiment même se dire, ben tiens, j'aurais pu apprendre ça autrement. Mais pour le coup, ma vie d'aujourd'hui, elle est complètement différente. Et pour moi, les périodes de crise que j'ai vécues dans ma vie ont été, suite à ça, maintenant avec le recul, je le réalise, les moments qui ont créé des basculements très importants dans ma vie et des basculements positifs. C'est-à-dire qu'après ça, ma vie, elle était Complètement. pareille en Mhm. positif. Je me suis rencontrée, je me suis trouvée, j'ai su davantage ce que je voulais, qui j'étais, où je voulais aller. Donc ces moments-là, ils peuvent aussi être, une fois qu'on est sorti de la phase où on est, voilà, où c'est dur, hein, et ben, ils peuvent aussi amener de magnifiques choses. Mhm. Complètement, je te rejoins aussi là-dessus. C'est joli de se dire que ben voilà, dans ces moments compliqués où tu vois pas le bout, où tu te sens complètement noyé dans un quotidien qui te correspond plus, on arrive à rebondir et à quand même retrouver la force de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, cette prise de conscience, elle est là pour ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça? Parce que ben, on peut y arriver. Et puis ben, ces événements ne sont pas là pour rien. C'est jamais confortable, le changement. Et puis, Mm. c'est des phases de vie qui sont compliquées, qui laissent des marques, Mm. mais elles nous font grandir. Et puis c'est bien mieux après, finalement. Ouais, c'est ça, complètement. Merci de tout cœur pour cet échange, Stéphanie. Et puis voilà, c'était comme la dernière fois un super moment pour moi de partager ça avec toi. Et merci, bah voilà, je te l'avais dit, mais je te dis merci aussi pour tout ce que tu partages parce que je trouve que dans ce que tu partages sur Instagram, eh ben, on sent vraiment cette bienveillance, enfin, on sent les valeurs en fait que tu as envie que tu, bah voilà, avec lesquelles toi-même tu chemines et puis je trouve que tu les transmets bien et ça fait du bien. Donc voilà, Ben, merci. merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir réinvité. C'est vrai que comme on avait eu beaucoup de plaisir la dernière fois et cette fois aussi, on a encore plein de sujets à traiter. Donc, je me réjouis aussi de la suite. C'est vrai que c'est chouette ces échanges. Et puis, moi, ces podcasts et ton quotidien, ce que tu partages aussi, ça me nourrit aussi. Puis, je trouve que c'est toujours des réflexions dans nos quotidiens de maman aussi qui sont toujours bonnes à prendre parce que ben, c'est peut-être pas toujours le bon moment, mais parfois ça arrive que certaines phrases ou certaines choses que tu partages suite à une séance ou autre peuvent résonner un petit peu plus fort et puis bousculer un petit peu des petites choses et mettre le doigt sur des petits dysfonctionnements qui font qu'après coup, ben, ça va mieux. Donc, Mm. c'est chouette, on s'est bien trouvé. Ouais, vraiment, c'est trop bien. On kiffe. Oui. Merci Stéphanie. Alors, à tout bientôt. Merci à toi, Renata. Bisous. Bisous.